93.1. Taxi FM. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Le débat politique de mercredi sur Taxi FM. Il préside le comité ghanéen du Forum francophone des affaires et de la Fédération ouest-africaine des entrepreneurs. Il a été le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Ghana. Il était le candidat du Parti pour le renouveau et la rédemption à l'élection présidentielle de 2003. Figure charismatique de l'opposition togolaise, il n'hésite pas à monter au créneau à travers ses différentes publications pour faire son analyse sans détour de la situation sociopolitique du Togo. Lui, c'est Nicolas Lawson, le président du Parti du Renouveau et de la Rédemption, qui est l'invité du débat politique de ce mercredi sur Taxi FM. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors que le pays est dans un imbroglio avec des revendications tout azimut de la coalition de l'opposition, le pouvoir dirigé par Faure Gnassingbé est droit dans ses bottes. Dans tous les secteurs presque, les syndicats annoncent des mouvements de grève pour des vieilles revendications non encore satisfaites. Mais avant de revenir à cette situation, M. Nicolas Lawson, en tant qu'homme politique, quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique actuelle du pays ? Oui, il faut dire qu'il y a des moments dans la vie où on voit les vents contraires. Et il ne faut pas persister dans ce cadre-là. Il faut au contraire temporiser, réfléchir et faire une introspection pour voir dans quelle direction souffle le vent et quelle peut être la solution ou quelles peuvent être les solutions pour pouvoir affronter ces difficultés-là. Le Togo aujourd'hui incontestablement est en difficulté et ce sont des difficultés qui sont des difficultés sérieuses parce que affectant l'économie nationale, affectant la société, et les Togolais se sentent douloureusement abandonnés, malheureux, tristes et tout, et c'est ça qui provoque leur revendication. Qu'importe que les partis politiques, les partisans s'en servent pour jouer leur rôle de toujours, mais il ne faut pas voir cet aspect des choses. Ce qu'il faut voir, c'est comment trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nos compatriotes et aux problèmes qui se posent à notre pays. Qu'importe les fausses, les ostentations de toutes sortes et tout, on peut dire que le Togo aujourd'hui n'est pas à son aise. Les Togolais sont malheureux, ne sont plus respectés à l'extérieur. Parce que si éventuellement on voit que il y a encore des soi-disant reconnaissances au niveau africain et autres de notre président de la République et tout, non. Les temps ont changé radicalement. Hier, le Togo était considéré où Gnassingbé Yadema avait provoqué donc le transfert du siège de la BCEAO à Dakar et la BOAD à Lomé et ainsi de suite, où on avait fait les sommets ACP, CE ici, où tous les chefs d'État africains avaient défilé ici chez nous et tout. C'était une période où le Togo avait la côte, et une véritable côte. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et si des gens cherchent à faire croire au chef de l'État qu'on peut encore retrouver cette... je ne sais pas comment qualifier cela. C'est une grave erreur parce que les temps ont définitivement changé. Aujourd'hui, la seule possibilité de retrouver le prestige de notre pays, c'est de tout faire pour régler les problèmes des Togolais, et puis consolider l'économie nationale. Mais dans le cas contraire, la chienlit qui se profile à l'horizon peut nous créer énormément de difficultés. Donc j'appelle le pouvoir, ceux qui les aident aujourd'hui, à réfléchir, à être responsable et à ne pas penser aux aspects politiciens de la gouvernance, mais à voir un peuple et une nation.
et à faire en sorte que ce peuple-là sente que sa dignité est là et que le prestige de notre nation est assuré, garanti. Sinon, le Togo a baissé aujourd'hui, qu'importe ce que les gens peuvent tirer de leur propre notoriété, cela ne sert plus pour notre nation. Donc je dis, la situation est grave, mais peut-être très grave si nous ne renversons pas le cours des choses et très rapidement. Monsieur Nicolas Lasson, on a l'impression que le Togo, on peut le voir sous le prisme de deux angles. D'un côté, il y a ceux qui sont inquiets et qui pensent que la situation est alarmante, et de l'autre, ceux qui pensent que les choses évoluent normalement et qu'il faut laisser libre cours pour aller au dialogue ou faire le référendum. Quel est votre avis? Non, c'est-à-dire nos frères qui sont dans l'entourage du pouvoir. Et je peux vous assurer que certains n'avaient pas rêvé cela, ne pouvaient même pas rêver de cela il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, ils voient leurs propres conditions personnelles qui s'est améliorée, terriblement améliorée, et ils jouissent abondamment des prébendes du pouvoir. Et ils croient que parce que eux, ils sont bien, forcément, les autres également sont bien. Non, c'est ça la tristesse de la situation togolaise, parce que c'est pas parce que vous êtes bien et que vous ne voyez pas que votre frère est bien que ça va bien, non. Et c'est ça qui crée aussi, j'avais prévenu, les révolutions, les insurrections, c'est-à-dire les injustices sociales, les inégalités sociales, le mépris des autres, comprenez. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le pays. Il y a une minorité, il y a une catégorie de nos compatriotes qui n'a jamais rêvé à voir ce qu'ils ont, être là où ils sont, et qui jouissent du pouvoir. Mais ils font la grave erreur, la bêtise, de ne pas observer les conditions de vie de leurs frères et sœurs. Ceux qui marchent, ceux qui font des mouvements de grève, ceux qui se lamentent, ceux qui les critiquent et tout, n'ont pas tort. C'est une réalité. Mais eux, ils ne vivent pas ça. Ils ne sentent pas ça. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça qui peut nous inquiéter. Parce que quand on est au pouvoir, ou quand on a une partie du pouvoir qu'on exerce, on doit l'exercer pour le bien des autres, pour le bien de sa patrie et tout. Donc s'ils ne voient pas que les autres souffrent, et ils croient que parce qu'il y a une catégorie de nos compatriotes qui exploitent la misère, la souffrance, les frustrations de nos compatriotes, et que leur mission est de vaincre ce groupuscule-là, ces partisans-là, et qu'une fois qu'ils les auraient vaincus et tout, ils auraient donc réussi leur mission. Ils se trompent lourdement, parce que c'est le peuple, dans son immense majorité aujourd'hui, qui est en difficulté, qui est en souffrance. Et cela se voit. Et tout homme raisonnable, responsable, doit voir cela. Donc nos frères qui sont au pouvoir, qui l'exercent, qui en jouissent, il faut qu'ils prennent conscience de cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Depuis le 19 août, on a semblé glisser un peu dans une spirale entre la contestation populaire et la réaction du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, notamment le président de la République, Faure Gnassingbé, a quand même donné un peu de sa bonne foi en introduisant à l'Assemblée nationale une loi dans le processus des réformes. D'un côté, on a eu l'impression que le rapport de force au début a tourné un peu en faveur de la coalition de l'opposition. Et puis, après, depuis le sommet d'Abuja, on a eu l'impression que Faure Gnassingbé est remis en selle. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Non, parce que vous savez, il faut faire les choses en des temps bien déterminés. Et c'est cela que mes amis juifs appellent la proscrination. C'est-à-dire ce que vous devez faire lundi. Si vous croyez que vous pouvez le faire mardi, donc lundi vous ne le faites pas, vous devez vous attendre à des surprises désagréables. Parce que mardi, c'est pas lundi. La vie est un mouvement perpétuel, un changement perpétuel, comprenez. Et nous, les hommes, ne sommes pas maîtres de cette réalité-là. Il y a une providence qui fait que ce qu'on doit faire lundi et qui peut réussir, si on laisse
et on ne fait pas ça lundi, et qu'on remet ça sur mardi, il peut y avoir des surprises désagréables, comme je le dis. Et c'est ça que d'autres disent en d'autres termes, qui remet à demain trouvera malheur en chemin. La procrastination, c'est cela. Et c'est pour ça que ceux qui se sont soulevés pour récupérer le mouvement de frustration, de colère, de ressentiment du peuple togolais, ils ont mal réagi, ils l'ont mal organisé, ils l'ont mal cerné et tout. Et c'est le retour de la balance. Et quand il y a retour de la balance, le pouvoir doit comprendre que c'est parce qu'il n'était pas inscrit que les choses puissent se dérouler de la façon dont les autres ont cru que cela allait se dérouler. Et là, une fois que vous avez vu cela, vous avez constaté cela, vous devez réagir rapidement, le répondant. Si vous ne faites pas ça, vous ne réagissez pas rapidement et vous croyez que vous avez repris le contrôle des choses et que vous pouvez encore gagner du temps et espérer complètement vaincre vos adversaires ou vos opposants et tout, oui, vous trouverez aussi malheur en chemin. Parce que ce que vous devez faire lundi, vous ne l'avez pas fait. Et donc, le retour de la balance ou de la manivelle sera aussi douloureux pour vous, mais pour le pays tout entier. C'est pour ça que j'avais averti en son temps que le pays était en difficulté et qu'il y avait trop d'injustices économiques et sociales, que les frustrations grandissaient et que les ressentiments se nourrissaient même de haine les uns pour les autres. On sentait les intolérances, le sectarisme, l'ostracisme, ainsi de suite dans le pays et tout, et qu'il fallait agir. Et j'avais fait des propositions en son temps, mais je n'ai pas été écouté. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la chienlit, parce que toutes les catégories socio-professionnelles du pays sont mal à l'aise. Et cette frustration-là va forcément provoquer un certain nombre de colères, un certain nombre de manifestations contre le pouvoir en place et contre les politiciens, ainsi de suite. Donc les politiciens doivent faire attention. Un pays est souvent fragile. Vous pouvez avoir aujourd'hui, vous-même, vous le pensez, vous le croyez, vous êtes populaire, vous êtes crédible et vous croyez que c'est vous. Mais le vent peut tourner et rapidement tourner. Et celui qui est populaire aujourd'hui deviendrait forcément impopulaire dans ces conditions-là demain. Donc il faut faire attention les uns et les autres. Et quand je mets en garde le pouvoir, oui, ça plaît. Mais quand je mets en garde l'opposition, ça déplaît aux partisans. Et ils croient que, oui, tout le monde doit être d'un côté ou de l'autre côté. Non, il faut des gens pour tirer sur la sonnette d'alarme. Ça va mal. Le pays va mal. Nous avons encore la possibilité de redresser énergiquement les choses pour le bénéfice de nos compatriotes et pour le redressement de notre pays. Donc attention à ceux qui croient qu'ils ont vaincu, à ceux qui croient qu'ils peuvent vaincre. Un homme incarne un peu ce qu'on peut qualifier de révolution du 19 août 2017. Il s'agit de Tchikpi Achadam. Qu'est-ce que la coalition de l'opposition devrait faire, incarnée par Tchikpi Achadam, qui a réussi au moins à avoir un peu d'unanimité ou a réussi quand même à regrouper certains partis de l'opposition? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils ne l'ont pas fait. Vous savez, nous avons cette tendance-là, cette propension à personnaliser le combat pour la démocratie, pour les libertés, pour les droits de l'homme et tout. C'est très dangereux de personnaliser les combats. Et non seulement pour le peuple lui-même, mais pour ceux-là qui croient qu'ils peuvent, à un moment ou à un autre, incarner ce mouvement-là et qu'il faut se référer à eux. Non. Je dis, si moi je dois voir les choses telles que les choses se sont présentées depuis, il n'y a pas
il n'y a pas à croire qu'il y a un nouveau Messie, il y a un nouveau Sauveur. Non, c'est faux. Les gens ont fait cette erreur tragique dans le passé. Ils ont suivi aveuglement et sans réflexion. Et quand vous essayez de leur expliquer qu'il n'y a pas de salut là, il n'y a pas de solution là et tout, ah oui, ils vous traitaient de vendus, de ne pas être opposants et tout ça là, ainsi de suite. Et puis, fatalement et brutalement, mais ça a été la déception lourde. Et ceux qui avaient dit aux Togolais, il n'y a que lui, voilà le Messie et tout, c'est eux-mêmes qui se sont acharnés pour détruire leur propre Messie qu'ils avaient présenté aux Togolais, pour dire il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Voyez. Donc si on a eu dans ce pays un Messie, et que ce Messie, on nous dit après que c'est un traître, c'est un vendu, et qu'on le voit aux côtés du pouvoir, qu'on croyait qu'il allait combattre ou nous délivrer ainsi de suite, qu'il est avec ce pouvoir et qu'il n'apporte rien de bon ni de nouveau à ce pays et tout, il faut faire attention de ne pas chercher un autre Messie, un autre Sauveur. Il faut faire attention, qu'importe, tu vois, qui il est et comment il réagit ou ne réagit pas. Ce qui importe pour un peuple. Et quand on veut élever un grand peuple à la dignité et servir le prestige d'une nation et rendre cette nation grande et puissante, il faut faire attention de ne pas se laisser berner par un mouvement d'émotion, un mouvement de foule. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que vous avez parlé d'un compatriote. Il est devenu, soi-disant, le nouveau Messie. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui devraient être déçus le sont et tout. Moi, je ne suis pas déçu. Parce que ce que nous voulons pour le Togo, c'est un grand projet. C'est une grande vision. C'est une ambition nationale pour élever nos compatriotes à la dignité humaine, servir leur bien-être, leur bien-être de chaque jour et faire en sorte que le prestige du Togo soit garanti, assuré pour en faire le rêve de nos parents lors de l'humanité et tout. Donc, je ne vois pas là un Messie, un sauveur, parce que je ne vois pas un projet, je ne vois pas une vision, je ne vois pas une ambition nationale. Je ne vois que... la vision, c'est de mettre ensemble. Et pourquoi le parti, le PRR, est resté en marge de... Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a une vision? C'est ça. Ce n'est pas de sortir, de marcher, de casser des choses, de violenter les uns des autres, d'exprimer sa colère. Et tout ça ne fait pas un projet, ça ne fait pas une vision. Le retour de la Constitution de 1992, le vote des Togolais de la diaspora, vous ne portez pas ces aspirations-là? Non, j'ai dit à mes compatriotes de la diaspora à l'étranger, quand j'ai été reçu 2-3 fois, je leur ai dit que puisque nous sommes ici, sur le territoire national, et qu'on vote, et il y a fraude, il y a violence, il y a dialogue et tout. Mais eux, ils sont à l'extérieur, dans la diaspora et tout. Mais comment ils peuvent contrôler le vote, puisque les votes vont se faire dans les consulats, dans les ambassades et tout. Et dans les consulats, dans les ambassades, ce sont nos frères qui ont été nommés par le chef de l'État actuel, qui sont partisans de UNI pour l'immense majorité. Donc maintenant, vous faites prendre les unes, vous leur faites prendre l'avion pour les amener ici et tout. Est-ce que vous allez les contrôler? Donc je ne vois pas l'urgence du vote de la diaspora dans les conditions actuelles. Mais pour ce qui concerne la Constitution de 1992, ceux qui en parlent, je ne vois pas que ce soit eux qui avaient rédigé cette Constitution avant de l'envoyer au référendum pour l'adoption par le peuple togolais. C'est nous. J'étais là. J'étais coprésident de cette majorité qui a adopté le projet qui avait été soumis au peuple togolais en septembre 1992 et adopté et promulgué en octobre, je crois le 14 octobre 1992. Et cette constitution-là, je le dis et je le répète, nous l'avions forgée et nous l'avions rédigée, conçue
parce qu'il y avait Gnassingbé Eyadema. Et nous avions fait cela pour que le Premier ministre, qui serait issu des élections législatives et tout, puisse avoir du pouvoir pour pouvoir contrer, tu vois, le pouvoir de Gnassingbé. Mais est-ce que nous sommes encore dans la condition là aujourd'hui où il y a Gnassingbé Eyadema à la tête du pays? Je dis non. Faut Gnassingbé, qu'importe ce que disent les gens et tout, n'est pas Gnassingbé Eyadema. Les temps ont changé et notre pays a évolué, positivement ou négativement, je m'en fous, mais notre pays a évolué et une constitution doit être adaptée au présent et à l'avenir. Une constitution, c'est pas pour embrasser le passé. Je dis non et non. Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser, de réagir et tout? Les gens croient aujourd'hui que c'est populaire, c'est bien de revendiquer le retour à la Constitution de 92. La Constitution de 92 ne répond plus à la destinée de ce pays, ne répond plus au présent ni à l'avenir de notre pays et tout. C'est le présent et l'avenir qui nous concerne aujourd'hui. Quand notre population, ou une partie de notre population, se cramponne au passé, et avec insistance et tout, mais on n'aura que des problèmes. Chacun le sait que quand vous êtes conduisez une voiture, vous devez regarder devant et très rarement en arrière pour se souvenir et tout. Vous n'allez pas dire je vais retourner reverse et tout parce que j'ai des difficultés. Non, 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 non. C'est pas comme ça que se passe la vie d'une nation. Donc je dis non. Nous devons élaborer une nouvelle constitution qui prenne en charge nos problèmes et nos souhaits, nos désirs, nos vœux pour aujourd'hui et pour demain. C'est pour ça qu'il est indispensable d'élaborer une nouvelle constitution pour que ce pays aille de l'avant. Ce pays ne doit pas aller en arrière. Et la constitution en vigueur, elle est là aujourd'hui, elle n'est même pas appliquée, elle n'est même pas respectée. Il y a tout le titre 10 de la Constitution en vigueur que vous trouverez dans la Constitution de 1992, où on parle de Conseil économique et social, qui aurait pu contribuer à régler des problèmes économiques et sociaux, qui sont les problèmes qui se posent avec acuité dans ce pays et tout. Ça ne regarde même pas les politiciens du pouvoir comme de l'opposition. On méprise ça et on veut retourner au passé pour aller chercher quoi? Pouvoir et opposition ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne donc la question de la médiation, même si tous affirment leur disponibilité à aller au dialogue. Alors, malgré plusieurs tours faits dans les capitales africaines, Accra, Conakry et même à Paris en France, on ne trouve pas de solution. Votre avis, Nicolas Lassonde? Je trouve que les politiciens au Togo sont un véritable problème pour ce pays et ils deviennent de plus en plus dangereux. Parce que dans le passé, c'était des politiciens qui avaient créé tous les problèmes dans ce pays. Je le dis et je le répète, vous comprenez. Pourquoi nos politiciens sont aussi incorrigibles? Dans le passé, ils se battaient entre eux, le culte et les progrès. Ils ont déchiré ce pays. Ils ont créé la division, les haines, les violences de toutes sortes. Tu vois? Au point où, quand on devait proclamer l'indépendance, notre territoire a été amputé. Tu vois? On nous a pris depuis Hila Kondi jusqu'à Grand Popo pour le Dahomey et on nous a pris tout le Togoland, la Volta Régine. Certains de nos frères se sont coalisés pour aider Kwame Nkrumah à faire un référendum bidon, un plébiscite pour récupérer le Togoland qui est aujourd'hui une partie du Ghana, ainsi de suite et tout. Ils n'ont jamais travaillé pour l'unité de ce pays. Ils ne se comprennent pas. Ils divisent les Togolais. Et nous sommes divisés en tribus, en je ne sais pas quoi, partisans et tout. Et ce pays en souffre depuis. Et ils ne veulent pas comprendre cela. Et ces nouveaux politiciens aussi recommencent les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, vous comprenez. Certains se disent nationalistes, démocrates, opposants, des trucs comme ça et tout. Vous avez vu, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Le Togo doit être uni. Nous devons nous battre pour la grandeur, le prestige de notre pays. Nous devons nous battre pour son unité nationale, pour que l'ordre et la discipline règnent, pour que les Togolais travaillent, que les Togolais que leur bien-être soit pris en compte et tout, et qu'ils soient heureux et fiers d'être Togolais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de partisans, de sectaires, d'intolérants? Et ils sont grands, ils sont politiciens de par ça. Mais vous ne verrez jamais, entendrez jamais avec eux de grands projets, de visions,
de grandes ambitions nationales pour ce pays et tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Hier, quand le régime s'est battu pour qu'on ait la BCEAO en Afrique et tout, on a oublié ça. Gnassingbé Yadema, il s'est battu à Abuja pour amener le siège de l'OUA ici au Togo. Nous avions saboté cela parce qu'on ne l'aime pas et tout. On s'en fout d'aimer quelqu'un ou de ne pas l'aimer. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur du Togo et le bien-être des Togolais. Qu'importe si c'est votre ennemi qui fait cela. On s'en fout. Dès lors que ça bénéficie aux Togolais, nous devons approuver tout cela. La question de la médiation. La question on n'en a pas besoin. C'est ce que je veux dire. Pourquoi c'est nous, depuis 27 ans, on fait n'importe quoi? Gnassingbé Yadema n'était pas un démocrate. Gnassingbé Yadema est un dictateur. Gnassingbé Yadema a tué Sylvanus Olympio. Mais on va au Burkina Faso, on trouve un facilitateur en la personne de Blaise Compaoré. On a oublié qu'on l'accuse d'avoir tué Sankara. On a oublié que c'est un tyran, ainsi de suite et tout. Et c'est son peuple qui le vire. Et maintenant que ce facilitateur qui est bon pour nous, qui est bien pour nous, que nous aimons bien, nous allons là-bas, manger là-bas, prendre de l'argent et tout n'est plus là, on veut un autre facilitateur. Pourquoi on humilie notre peuple comme ça? Pourquoi on s'humilie comme ça? Est-ce que ces gens sont mieux que nous? Est-ce que les gens connaissent le Ghana? Vous voulez le Ghanéen? Moi, je le connais très bien, vous savez. Je suis resté là-bas et je sais qui ils sont et tout. Qu'est-ce qu'ils ont réussi plus que nous? Tout ce qu'ils ont réussi plus que nous, c'est qu'ils se respectent les uns les autres. Et quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation et tout, ils font tout pour faire prévaloir cela. Oui, mais M. Nicolas Lasson, on sait qu'il y a la méfiance, une crise de confiance entre les acteurs politiques. Sans un médiateur, est-ce que vous pensez que la crise togolaise peut trouver un début de solution? Bien sûr, parce que est-ce qu'il n'y a pas cette méfiance, cette crise entre eux? Mais est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils appellent, eux, le consensus, je ne sais pas quoi, pour augmenter leur rémunération à l'Assemblée nationale à plus de 85% ou 125% et tout, hein? Ils n'ont pas porté leur rémunération à 2 millions et quelques, et puis à des centaines de litres d'essence, des voyages un peu partout et tout. Ben, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de médiateurs quand il s'agit de leur intérêt personnel et tout. Maintenant qu'il s'agit de l'intérêt du Togo et des Togolais, de la paix, hein, de l'entente entre les Togolais, de la cohésion d'un peuple, de l'harmonie d'un peuple et tout, hein, non, ils vont délirer. Hein, et puis ils vont dire, voilà, il faut un médiateur avant qu'on ne s'entende et tout. Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre, s'asseoir de façon responsable et parler entre eux fraternellement? Pourquoi ils ne peuvent pas, hein? Qu'est-ce qui les empêche? Quand il s'agit du Togo et des Togolais, on doit s'entendre, on doit pouvoir se parler. Comprenez? Pourquoi on m'oblige à être partisan d'un camp contre un autre? Je ne veux pas ça. Je trouve ça scandaleux. Hein, c'est criminel. Et on me dit, je ne suis pas opposant. Et on me dit, je suis plutôt opposant. Et quand ça c'est le pouvoir, je suis pas opposant. Quand ça ne sait pas, je suis opposant, ainsi de suite. Et l'opposition, quand je critique l'opposition, je ne suis pas opposant, je suis mauvais et tout. Quand je critique le pouvoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça? Pourquoi on amène la politique togolaise à cette bassesse-là? Une politique de bas-fond, vous comprenez, qui ne sert à rien du tout. Et chaque fois, on ne parle que des bêtises comme ça et tout. Moi, je ne veux pas parler de ça toute ma vie. Je veux savoir comment on doit faire, hein, pour que les salaires des Togolais qu'ils ont aujourd'hui soient doublés et triplés, vous comprenez. Je veux qu'on donne des subventions à nos agriculteurs, parce que c'est ça qui se fait en Europe, en Chine, partout ailleurs et tout. Je veux qu'il y ait des assistantes sociales dans toutes les mairies et tout, hein, qui prennent en charge, hein, les ordonnances de ceux qui n'en ont pas et tout. Je veux, hein, que nos universités soient des centres d'excellence avec des laboratoires, avec des réfectoires, avec des chambres pour les étudiants dans des conditions fabuleuses et tout ça là et tout. Voilà ce dont je rêve pour le Togo. Mais chaque fois on me parle de ces politiciens véreux, incapables de proposer quoi que ce soit à leurs compatriotes et tout, qui déchirent la société togolaise, qui agitent la société togolaise et ils font leur réputation avec ça, comprenez? Non, c'est pas comme ça que nous devons continuer. Si nous continuons comme ça, ça va être la catastrophe, comprenez? Donc, il faut les mettre en garde. Il faut pas les suivre. Je suis pas d'accord avec ça. On n'a pas besoin de facilitateurs. Et nos frères qui sont au pouvoir doivent comprendre que les choses qu'ils sont en train de faire ne sont pas bien.
Ils sont en train d'abaisser le pays. Ils sont en train de détruire le pays. Ils sont en train de déchirer le tissu social et tout ça. Il y a trop de misère aujourd'hui. Vous partez de Bédranfo jusqu'à Aného. La plage est devenue dépotoir d'ordures. Les gens vont faire leur caca là-bas, ainsi de suite et tout. Nos quartiers sont sales, dégueulasses et tout. Jonchés de détritus, de sacs papier qui bouchent les trous, ainsi de suite. Vous allez dans nos villages, un peu partout à travers le pays. C'est la misère. Vous comprenez? C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. C'est pas normal. Il faut qu'ils se ressaisissent. Et ils sont fiers, ils sont contents. Parce qu'ils ont la facilité de s'enrichir, de jouir du pouvoir et tout. Voilà. Moi, ce que je veux discuter, c'est ça. Comment on fait aujourd'hui pour augmenter les salaires? Comment on fait pour satisfaire nos étudiants et pour satisfaire nos enseignants et tout ça? Construire de nouvelles salles de classe aux gens, reconstruire nos écoles, nos universités, nos lycées, collèges et tout ça. Nos centres de santé, nos hôpitaux, les équiper, moderniser et tout. Construire des routes partout. Nous en avons les moyens. Nous sommes là et nous parlons de quoi? De facilitateurs, de dialogue, de ceci, de cela. Ceux qui sont au pouvoir, pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi ils vont eux aussi marcher? Est-ce qu'aller marcher pour dire on soutient Faure Gnassingbé? Est-ce que c'est ça la politique? Ça, c'est sale, ça, vous comprenez? On vous demande, on vous a mis à des postes de ministres et autres et tout. Vous devez travailler. Vous devez créer du travail, de la richesse et tout. Non, ils attendent. Et ils veulent que des gens viennent de la Banque mondiale, du FMI et tout ça pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et maintenant, ils disent aux Togolais et au monde entier, le FMI a dit, on a conclu des accords, des conneries comme ça et tout. Or, nous savons que ces gens de FMI, de la Banque mondiale et tout, ne sont que des bureaucrates supranationaux, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans notre économie nationale? Est-ce qu'ils ont réussi quelque chose? Prenez un seul exemple. Prenez l'exemple de la patronne du FMI. Elle a été ministre des Finances en France. Et pendant 5 ans, elle a créé avec Nicolas Sarkozy un déficit de 600 milliards d'euros. C'est-à-dire 393 540 milliards de francs CFA. Gigantesque. Celle-là peut venir vous dire que vous avez trop de dettes, vous devez faire une politique de restructuration, de trucs et tout. Elle n'a pas la capacité, elle n'a pas le droit, elle n'a pas la moralité et tout pour venir vous dire ça. Quand vos frères sont en train de souffrir, on vous dit de ne pas engager des gens, de ne pas augmenter les salaires, d'augmenter les prix de l'électricité, de l'eau et tout ça. Alors que tout ça là ne peut pas vous aider à progresser. Donc il faut que les Africains cessent leur façon de faire, que les Togolais, les politiciens togolais reprennent conscience qu'ils sont en train de détruire le Togo. Ils ne sont pas bons pour notre pays et tout. Et c'est ça que moi je suis en train de dire. Donc pendant ce temps, vous pensez que pas de facilitation, car c'est se faire encore une fois humilier. Oui. Mais à qui donner cette confiance au niveau national? Se tourner toujours vers les prélats? Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a une chose. En 2015, nos frères ont été candidats à leur risque et péril. Si vous saviez que M. Faure Gnassingbé ne devrait pas faire un 3e mandat, pourquoi vous avez été candidat contre lui? Parce que après vous dites, c'est-à-dire c'est ça, le médecin après la mort. Et parce qu'un individu aussi s'est levé après, qu'on a cassé, violenté des trucs et qu'il y a le buzz. Donc vous dites, il n'a pas le droit, nul n'a le droit de faire 3 mandats. Est-ce que vous ne le saviez pas avant d'être candidat en 2015? Et une fois que vous aviez été candidat, oui, vous aviez cautionné cette élection-là et tout. Donc M. Faure Gnassingbé peut se prévaloir de ça et dire, il a été élu et il doit assumer ce mandat-là et tout. Alors vous n'avez pas le droit de venir lui dire qu'il doit démissionner, il n'a plus à faire. C'est le peuple togolais seul qui décide de cela, vous comprenez? Et vous, les politiciens, partisans, vous n'avez pas ce droit-là, vous comprenez? Et vous n'incarnez pas le peuple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous ne l'incarnez pas. Vous savez, on incarne le peuple pendant un temps donné, pendant une période donnée, et c'est fini et tout. Et quand vous avez failli aussi tragiquement et tout, vous ne pouvez pas venir après dicter vos conditions. À qui vous voulez dicter cette condition-là? À votre alter ego? Non, c'est pas sérieux tout ça. Donc c'est pour ça que les gens qui sont en place, ils ne veulent pas
que ça soit fait comme ça et tout, à partir de cet instant-là, nous sommes en difficulté. Et il faut trouver une solution. La solution, c'est quoi? C'est que M. Faure Gnassingbé, puisque on dit qu'il est élu, puisqu'il dit qu'il est élu et tout, qu'il agisse, qu'il règle les problèmes qui se posent. Il a le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Trouver des solutions aux problèmes qui se posent au pays. Et c'est parce que justement, vous ne trouvez pas des solutions aux problèmes qui se posent au pays que les Togolais sont en colère, que les Togolais demandent votre départ et tout. Et les Togolais ont le droit de demander cela. C'est leur droit le plus absolu, comprenez. Si on satisfait aujourd'hui les enseignants, est-ce qu'ils vont continuer leur grève? Si on satisfait aujourd'hui les étudiants, est-ce qu'ils vont s'agiter et tout? Non. Si on fait tout pour mettre les gens en condition, les femmes au marché et tout ça là, ont des problèmes et tout ça, taclez ces problèmes, réglez-les. Si vous n'avez pas de solution, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une légitimité donnée et tout. La légitimité, c'est au jour le jour. La légitimité, c'est pour un temps donné. Quand vous ne l'avez plus, vous ne l'avez plus. Vous comprenez? Et pour avoir la légitimité, il faut avoir la confiance du peuple. Il faut que le peuple consente à ce que vous faites et que les gens adhèrent et les gens vous suivent. Ce n'est pas la manipulation par l'achat des consciences, vous comprenez, que vous êtes légitime et tout. Non, c'est ça qui se... Alors, M. Nicolas Lasson, quelle solution préconisez-vous pour une sortie de crise au Togo? Je l'avais dit et je le redis, ce gouvernement est devenu impopulaire, illégitime, incompétent, incapable. C'est un constat. Et c'est parce que ce gouvernement ne satisfait plus aux aspirations populaires, comprenez, que les Togolais demandent que les choses changent. Et comme il a à sa direction, oui, on dit chez nous, donc M. Faure Gnassingbé, les Togolais disent, puisque nous souffrons, puisque tu ne vois pas ça, puisque tu ne sais pas ça et tout, tu dois partir. Et il faut partir. Donc, la solution, c'est quoi? C'est que M. Faure Gnassingbé change son gouvernement. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un gouvernement et un premier ministre, surtout le premier ministre, doit être le fusible du chef de l'État. C'est lui qui doit sauter pour empêcher que le compteur même ne saute pas. Alors si le compteur ne doit pas sauter, il faut que le Premier ministre saute avec son gouvernement. Et c'est ça que je disais depuis, un gouvernement de salut public. Et ce gouvernement de salut public-là doit pouvoir prendre le contrôle de la gestion du pays et tout, augmenter les salaires de 35% pour permettre aux Togolais de souffler un peu face à l'augmentation du coût de la vie, à un pouvoir d'achat faible et tout ça, satisfaire entièrement les revendications des enseignants, donner satisfaction aux étudiants en doublant leurs bourses, en leur construisant des amphis, des trucs et ainsi de suite et tout, comprenez. Et reconstruisant les marchés de Lomé et de Kara, et indemniser les gens, injecter de l'argent dans l'économie nationale. Par exemple, ils ont supprimé l'allocation de départ à la retraite. C'est une bêtise. C'est ça qu'on appelle un mandat social. Restaurer donc cette allocation pour ceux qui vont à la retraite, qui ont travaillé pendant des années pour assurer leur premier jour et permettre à l'économie nationale de pouvoir être gérée avec aisance et tout ça là et tout. Voilà, il y a des actions comme ça qu'on doit faire et mettre en chantier, je le dis et je le répète, mettre en chantier immédiatement la construction ou la réhabilitation de 5000 nouvelles, de 5000 salles de classe pour donner du travail aux maçons, aux menuisiers, aux plombiers, ainsi de suite et tout, vous comprenez. Et mettre le pays en mouvement, que les gens travaillent. Notre devise, c'est travail, liberté, patrie. Nous devons travailler, aimer notre patrie et tout, et cesser les égarements des petits politiciens et tout, qui s'agitent, et qui font n'importe quoi, qui mettent en danger la vie de leurs compatriotes et tout. Voilà ce qu'il faut faire et tout. C'est une exigence, c'est une exigence primordiale, ça. Et puis, dans le même temps, M. Faure Gnassingbé, puisqu'il ne doit pas partir ou il ne veut pas partir, mais il n'a qu'à mettre en place un vrai, ou une vraie assemblée constituante composée des élites
des élites qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, ceux qui sont dans la diaspora là-bas, qui veulent servir à quelque chose, qui veulent contribuer au bien et au progrès du Togo et tout, il faut demander à leur mouvement d'envoyer des représentants pour participer donc à cette assemblée constituante-là, pour imaginer, élaborer donc une nouvelle constitution pour notre pays et tout, qui doit pouvoir amener les Togolais vers le progrès et vers l'émergence en quelque sorte et tout. À partir de là, on aura une certaine paix, on aura une certaine harmonie, une cohésion dans le pays et tout. Mais dans le cas contraire, ah oui, mais vous allez laisser la liberté et au désordre et à l'indiscipline. Et ça peut nous coûter très cher. Pendant ce temps, on annonce des scrutins. Nous sommes dans une année d'élections, les élections locales, les élections législatives à venir. Pendant ce temps, on annonce également la décentralisation. Pendant ce temps, la CENI continue par travailler pour préparer ces élections-là. Il faut mettre le pays en mouvement, mais il faut aussi garder le cap en faisant ces élections-là. Non, ça dit, vous savez, la paix est au-dessus de tout. Vous comprenez? Le bien-être des Togolais est au-dessus de tout. Vous comprenez? La stabilité politique de ce pays est au-dessus de tout. Voilà, nous devons chercher quoi? Nous devons chercher la paix sociale et tout, la stabilité politique du pays, vous comprenez? Et le bien-être des Togolais. Ce sont des principes qui sont mais c'est incontournable, ça, vous comprenez? Les élections n'ont jamais été une panacée dans des situations de crise et tout. On fait des élections juste pour la rotation des dirigeants. Vous comprenez? Les élections, c'est décider pour la rotation des dirigeants et tout. Mais quand le pays est en difficulté, quand le pays est en crise et qu'il peut y avoir de graves déchirements et tout, il faut faire attention. Ce que nos frères qui sont là autour de M. Faure Gnassingbé sont en train de faire, c'est une fuite en avant dangereuse, même criminelle. Parce que s'il y a un mort encore demain, ils seront responsables de ça. Est-ce qu'ils croient que des gens qui ont faim, des gens qui réclament des choses et tout aujourd'hui, les enseignants qui vont en grève, les étudiants, tout ça, vont aller demain se mettre en rang pour voter, mais en sachant pertinemment qu'on va encore voter et voler ces votes, frauder et tout, pour perpétuer cette gouvernance complètement débile et tout? Non, les gens n'iront pas à voter. Quel que soit ce que vous ferez et tout, vous allez aggraver la solution. J'ai dit et je répète, il faut arrêter la procrastination. Vous comprenez? Il faut arrêter ça immédiatement. Il n'y a pas urgence en la demeure de vouloir faire des élections quelconques en prétendant décentralisation. Tout c'est des conneries. Vous allez faire la décentralisation, vous allez envoyer des nouveaux, soi-disant maires et tout, ou des anciens qui vont passer, frauder et tout ça là. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, les mêmes problèmes vont se poser demain. Est-ce que vous avez le financement pour pouvoir aider, faire des dotations financières aux nouveaux maires et tout ça? Est-ce que vous avez prévu ça? Vous n'êtes même pas capable aujourd'hui de régler les petits problèmes des enseignants, des étudiants et tout ça. Et vous voulez créer de nouveaux problèmes. Parce qu'il y a des gens qui veulent être députés, mais parce qu'il y a des gens qui croient que quand il va y avoir des élections, il va encore de l'argent à distribuer, à voler, à partager et tout. Donc on est dans cette logique-là. C'est criminel ça. Donc je dis à ces gens-là qui sont en train de faire ça, d'arrêter cela. Il n'y a pas une urgence dans ce pays aujourd'hui pour dire qu'on doit faire coûte que coûte des élections. On doit faire coûte que coûte. Non. Il faut un compromis historique. Il faut une maîtrise de l'appareil de l'État pour permettre donc de pouvoir recentrer le destin de ce pays et de le contrôler pour qu'il y ait demain la paix civile, pour qu'il y ait demain la stabilité politique, pour qu'il y ait demain un environnement économique et social permettant donc de relancer le pays. Ce qui est capital aujourd'hui, c'est une réforme économique et sociale et une autre réforme foncière et agraire, comprenez, pour restructurer toute notre société. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Donner satisfaction aux Togolais qui souffrent, leurs aspirations.
leurs besoins, les satisfaire et tout. Les gens vivent dans des conditions en dessous de la condition animale et tout. Vous savez, chez moi, je vois, même chez moi, on vient, il y a des gens qui débordent. Ils créent des jardins qui débordent dans la rue et ça crée des trucs comme ça. Ils brûlent des sachets, des herbes et tout, et vous êtes sur votre terrasse et vous avez les fumées qui viennent, tu vois, qui vous étouffent et tout. On nous tue, on nous détruit. La qualité de la vie aujourd'hui au Togo est devenue suicidaire, criminelle, vous comprenez. Il faut arrêter tout ça. Il faut restaurer l'autorité de l'État, vous comprenez. Il faut chercher. Il y a de nouvelles manières aujourd'hui de chercher les moyens pour construire un État, vous comprenez. Quand les Européens ou ces soi-disant bureaucrates, ces gens viennent chez vous pour vous dire « il faut le secteur privé, patati patata », qu'ils viennent nous raconter ça. Est-ce qu'ils connaissent le monde tel que le monde évolue? Le monde dans lequel nous évoluons, et depuis, nous avons vu quoi? Nous avons vu que ce qu'on a appelé les tigres asiatiques, vous comprenez, tels que Taïwan, Singapour, vous comprenez, la Corée du Sud et tout, ne se sont pas enrichis, développés avec un secteur privé qui a nourri. Non, c'est d'abord l'État. L'État qui doit être nourri, grossi et tout, et donner les moyens à des nationaux pour pouvoir créer de la richesse, s'enrichir et enrichir leur famille et enrichir leur environnement et tout. C'est ça qui doit nous aider. Donc quand les gens vous parlent de secteur privé, d'aller créer vos emplois, patati patata, ce sont des bureaucrates constipés, incapables, qui ne savent pas comment marche le monde. Le monde a d'ailleurs changé. Comprenez? C'était le temps de quoi? Le temps de la mondialisation sauvage et tout ça, vous comprenez, avec l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD et tout ça là, qui dictent des fonctionnaires, des bureaucrates qu'on a cooptés de chaque pays vers ces institutions-là pour dicter maintenant sur une échelle macro des choses pour nos États et tout. Ils ont demandé à ce que nos sociétés d'État soient privatisées, nos banques privatisées et tout. Les étrangers sont venus prendre nos banques, sont venus prendre nos sociétés d'État et appauvrissent nos populations. Vous voyez, Wassem, vous voyez, SNPT, vous voyez, nos banques, toutes nos banques sont dans les mains des étrangers et tout ça. Donc, nos nationaux, quand vous allez chercher un crédit, c'est 17%, c'est ceci, mais il faut amener un titre foncier, il faut amener telle garantie, vous ne l'avez pas, vous êtes tué, vous êtes mort, comprenez. Et eux, ils vont prendre notre argent à la BCAO à 2,5% pour venir nous prêter à 17,5% et tout. Qu'est-ce que c'est que cette société-là? Qu'est-ce que c'est que ce monde-là et tout? Voilà le danger. C'est ça qu'il faut changer à tout prix et tout. Donc, il faut un gouvernement qui comprenne ça, qui prenne en charge la destinée de notre pays et qui engage une politique de profonde transformation économique, sociale, et agraire, foncière et tout, pour créer à nouveau une société viable et restaurer la dignité et le prestige de notre le prestige de notre nation et tout. Alors il faut également une stabilité politique. Il faut régler les problèmes politiques pour que les investisseurs puissent arriver, puissent investir de l'argent dans le pays. Non, illusion. Quel investisseur? Vous allez me montrer un seul investisseur étranger ici au Togo. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont corrompre, tu vois, les ministres ou des trucs comme ça. On leur signe une attestation, un contrat. Avec ça, ils vont prendre un crédit à la BOAD, à la BAD, à la BCAO, à l'ONU, à la Banque mondiale et tout. Et ils détournent les 2 tiers. Tu vois? Et ils réalisent quelque chose qui coûte à peine 1 tiers. Et ils s'en vont avec les 2 tiers. Et ils nous laissent l'ardoise qu'on doit payer après avec les intérêts et tout. Il n'y a pas d'investisseurs étrangers qui viennent avec son argent pour investir dans des pays comme ça. C'est pas vrai. Celui qui vous dit ça n'a rien compris ou c'est un criminel. Vous comprenez? C'est notre argent, c'est notre truc. Demain, je ne laisserai personne parce que moi, mon truc c'est quoi? C'est-à-dire créer à Niantougou, le hub pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et tout autour maintenant, je vais créer les points d'appui et de trucs. Créer à Sokodé, le village Hadj, pour créer là-bas. Vous voyez, le Dubaï et tout ça, sont mes amis.
qui ont aidé les amis à créer ça. Tu vois, les amis, ainsi de suite. Ils sont là, ils sont vieux aujourd'hui, mais il y a au moins 2 ou 3 qui peuvent revenir au Togo, nous aider dans cette direction-là, comprenez, pour pouvoir créer de la richesse, donner de la dignité au peuple togolais, ainsi de suite et tout. Tout notre Nord vit dans la misère. Il n'y a pas de pôles de développement, tu vois, des pôles de trucs. Donc, il faut créer ça. Et nous en avons l'intelligence, vous savez, parce que l'intelligence du Togolais que j'ai senti, moi-même je l'ai. J'ai la créativité et l'innovation. Comprenez? Quand vous créez les idées, vous donnez vie à des idées, il faut leur donner corps. Maintenant, tu vas réalité avec l'innovation dans la réalisation et tout. C'est ça qui doit compter aujourd'hui. Ce n'est pas cette façon de faire de la politique politicienne avec des gens qui comprennent rien du tout, qui ne savent même pas comment on fait un budget. Parce que demain, il va falloir refaire un nouveau budget pour le Togo. Comprenez? C'est-à-dire mobiliser une petite partie seulement de capitaux morts et les rendre fongibles pour leur donner vie avec des projets bien déterminés, bien définis. Créer des milliers, des centaines de milliers d'emplois à Niantougou, dans les environs tout autour, jusqu'à Dapango, et puis Sokodé et tout, que tous ceux qui veulent aller à la Mecque demain, dans notre sous-région, viennent dans ce village là-bas et prennent l'avion à Niantougou avant d'aller à la Mecque, et quand ils vont revenir, acheter tout ce qu'ils ont besoin là-bas, dans les entrepôts qui sont installés là-bas, que les gens n'aillent plus jusqu'à Hong Kong, jusqu'à, je ne sais pas où, Taïwan, Bangkok, ainsi de suite et tout. Voilà ce à quoi moi je pense. Alors pourquoi on vient me parler de facilitateur, de dialogue, de ceci, de cela? Non, on n'a pas besoin de cela. Et je dis à mes frères qui sont tout autour, et sœurs qui sont tout autour de Fogna Sigbe, de le laisser tranquille. De le laisser tranquille pour qu'il réfléchisse et qu'il pense à comment reconstruire ce pays pendant le temps qu'il est là, même s'il est là pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'il réfléchisse et qu'il fasse quelque chose pour le bien du Togo et des Togolais. Nous nous tirons vers la fin de cette émission, M. Nicolas Lawson. On va parler des conclusions du 30e sommet des chefs d'État du gouvernement de l'Union africaine, des travaux qui sont achevés lundi à Addis Abeba en Éthiopie, avec l'élection de Paul Kagame, élu président de l'Union africaine. Il remplace le président guinéen Alpha Condé. Votre réaction et surtout les défis pour Paul Kagame? Oui, j'espère qu'il aura le courage de confronter et de choquer ses pairs en leur disant que quand on gère un pays, il faut de l'ordre, de la discipline, la propreté et le travail. Comprenez? Et il faut tout faire pour empêcher les divisions, le tribalisme et tout ça là. J'espère qu'il aura le courage de leur dire ça. Comme Trump a parlé et les gens n'aiment pas, j'espère que Kagame aura ce courage-là. Vous avez aimé la déclaration de Trump? Absolument. Parce que quand je vous dis, toute la plage là, depuis Agbo-Danfo jusqu'à Neho, c'est quoi ça? C'est ça des trous de mer, shithole dont il parle. On dit pays de mer, il n'a pas dit pays de mer, il a dit shithole. Shithole, ça veut dire trou de merde, comprenez? Quand je passe à la plage là, à Neho et tout, ça pue. Les gens vont faire leur caca là-bas, leurs poubelles et tout sont jetés là-bas et tout. Dans un pays, ça ne doit pas exister. Nous devons transformer ça en côte, tu vois, de je ne sais pas comment l'appeler et tout, mais que des gens aient envie de venir, vous comprenez? Et on construit des hôtels, des trucs là-bas et tout, des restaurants, des trucs comme ça, comme à Acapulco, comme à Las Palmas, ainsi de suite, pour apporter de la richesse pour notre pays et pour nos compatriotes et tout. C'est ça. Il y a un travail extraordinaire à faire là, mais on laisse ça là. Et ça pue, et c'est tout. C'est ça dont Donald Trump parle. Et ici, que ce soit à Lomé, vous passez pour aller vers le lycée de Tokoin. Vous voyez, on fait un mur pour cacher, tu vois, les tonnes de poubelles et de trucs et tout. C'est ça? Non. Ça ne doit pas exister, ça. Comprenez? Parce qu'il y a des milliers, sinon des millions de gens qui ne travaillent pas. Il faut les mettre au travail. C'est dans notre devise, vous comprenez? Donc le travail, avec ardeur, dans la discipline, dans l'ordre. Et puis, tout fait pour faire prévaloir l'unité nationale dans ce pays et tout. Voilà ce pourquoi je me bats. Je ne me bats pas pour aller chercher un facilitateur et parler de dialogue et tout ça là. Moi, ça me rebute, ça. Nicolas Lawson, merci.
Merci à vous. Merci d'être passé nous voir. Dans cette émission, 1 heure de vérité, le débat politique de mercredi, nous avons reçu Nicolas Lawson, le président du Parti du Renouveau et de la Rédemption, qui nous a fait sa lecture, son décryptage de l'actualité sociopolitique du Togo. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain pour d'autres décryptages de l'actualité politique du Togo. Salut. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.